Bonjour et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'FAQ. Le 24 février dernier, le président russe Vladimir Poutine a décidé de déclarer la guerre à l'Ukraine. 3 mois et demi après le début de cette guerre, quelle est la situation sur place? Combien de temps cette guerre va-t-elle encore durer? Nous poserons toutes ces questions à Baptiste Morin, journaliste à LCI. Bonjour Baptiste Morin, quelle est la situation en Ukraine 3 mois et demi après le début de ce conflit? Alors, quelle est la situation en Ukraine après 3 mois de conflit? D'abord, rappelons que tout a commencé il y a 8 ans. En 2014, des manifestations pro-européennes ont abouti à la destitution du président ukrainien de l'époque, qui était un proche de la Russie et qui voulait encore plus se rapprocher de Moscou. À ce moment-là, 2 territoires dans l'Est, la fameuse région du Donbass, 2 territoires ukrainiens vont faire sécession, ce qui va donner 2 républiques populaires, celle de Donetsk et de Louhansk. Et puis au même moment, toujours en 2014, la Russie annexe une partie du territoire ukrainien, la péninsule de Crimée, au sud de l'Ukraine. Lorsque le 24 février dernier, il y a 3 mois, la Russie envahit l'Ukraine, cette fois-ci, l'objectif, c'est de faire tomber le régime de Volodymyr Zelensky, qui est un président pro-européen et trop pro-européen aux yeux de Moscou, de prendre toute l'Ukraine, de faire tomber la capitale Kiev au bout de 1 mois et demi, c'est-à-dire mi-avril. La Russie va revoir ses objectifs de guerre, elle n'arrive pas à faire tomber Kiev et donc elle réoriente son armée vers la partie est du pays, vers la fameuse région du Donbass, une région avec une population beaucoup plus russophone que dans le reste du territoire ukrainien. À ce moment-là, Moscou ne le dit pas, elle ne le dira jamais, mais c'est en fait une réorientation parce que la première partie de la guerre n'a pas fonctionné et que la chute du régime de Zelensky, la chute de toute l'Ukraine, n'a pas pu être obtenue par l'armée russe. Si vous regardez une carte aujourd'hui de l'Ukraine, vous avez pour la guerre un front de 900 km qui part de Kharkiv, qui est la deuxième ville du pays au nord-est, et qui va jusqu'au sud, jusqu'à Kherson, une ville qui est au sud, donc juste au-dessus de la péninsule de Crimée. Pour faire simple, autour de Kharkiv, l'armée ukrainienne a réussi à repousser les troupes russes, même jusqu'au territoire russe qui est juste à côté. Un peu plus au sud, dans la fameuse région du Donbass, les combats se concentrent autour de la ville de Severodonetsk, que les Russes sont sur le point de faire tomber et de prendre. Et puis au sud, là, vous avez Kherson, donc cette première ville ukrainienne que les Russes ont réussi à prendre et dans laquelle ils imposent leur mode de vie. Et puis il y a aussi la ville de Mariupol, qu'après des semaines et des semaines de combats et de bombardements, les Russes ont réussi à faire tomber. Au total, c'est Volodymyr Zelensky qui le dit lui-même, la Russie contrôlerait aujourd'hui 20% du territoire ukrainien. D'accord, et est-ce qu'on sait combien de temps la guerre en Ukraine va-t-elle encore durer? Alors, combien de temps la guerre va-t-elle encore durer? Impossible de donner une réponse. Beaucoup, même encore en janvier dernier, pensaient que la guerre n'aurait jamais lieu. Et puis Moscou, quand la Russie décide d'envahir l'Ukraine le 24 février, Moscou est persuadé que la victoire va se faire en quelques jours et que le pays, l'Ukraine, tombera facilement. Aujourd'hui, la guerre, elle dure depuis plus de 3 mois, force est de constater, et de toute évidence, qu'elle ne va pas s'arrêter demain. Beaucoup d'analystes comparent de plus en plus ce qu'on voit en ce moment en Ukraine à la Première Guerre mondiale, 14-18, c'est-à-dire une guerre de position où chaque avancée, chaque gain de territoire se fait au prix de nombreuses vies militaires ou civiles, et puis sans réelles conséquences sur l'issue du conflit. Il se peut que cette guerre dure encore des années. Après tout, les premiers événements remontent à 2014, il y a 8 ans. Mais c'est pas parce qu'une guerre dure longtemps qu'elle conserve la même intensité sur sa durée. Ça se fait par cycle, par phase, avec des combats qui sont plus ou moins intenses. Encore une fois, impossible de dire combien de temps la guerre va durer. Il y aura un facteur déterminant, et il est intéressant de le regarder en ce moment, ce sont les négociations qui ont démarré depuis plusieurs semaines et qui se font en parallèle. Et là aussi, parfois elles sont relancées, parfois elles sont au point mort. Il se trouve qu'en ce moment, au moment en tout cas où je vous parle, elles sont à l'arrêt et elles n'avancent plus. Ça sera évidemment un facteur déterminant pour mettre un terme à la guerre ou pas. Comment peut-on aider encore plus l'Ukraine, Baptiste? Comment peut-on aider l'Ukraine davantage? Alors la France, comme beaucoup de pays européens, de pays occidentaux, aide l'Ukraine de 2 manières. D'abord, vous avez les sanctions économiques. Les banques russes ont été exclues du système d'échange SWIFT, qui est une plateforme de messagerie qui permet aux banques d'effectuer des transferts de fonds.
L'Europe a aussi décidé un embargo sur le charbon russe, sur le pétrole russe. L'Europe et beaucoup d'autres pays ont décidé de geler les biens et les avoirs que des personnalités russes pouvaient avoir sur leur territoire. Donc on parle là évidemment notamment des oligarques, des yachts, des villas, des propriétés immobilières que ces oligarques peuvent avoir sur des territoires, par exemple en Angleterre mais aussi en France. Tout cela a pour but d'isoler la Russie. Et puis tout ça peut être renforcé. Il y a eu un paquet de sanctions, un nouveau paquet de sanctions qui a été voté il y a quelques jours seulement à Bruxelles. Sur la question des hydrocarbures, il y a la possibilité, en tout cas elle est étudiée de près par Bruxelles, de réussir à se priver du gaz russe. C'est compliqué, mais si ça peut être mis en place, ce serait un embargo sur tous les hydrocarbures venant de Russie, ce qui serait un coût important porté à la Russie. Tout ça a une portée symbolique, ça a aussi une portée économique très concrète. On sait que la croissance économique russe va baisser en 2022. Pour l'instant, on nous dit de 10%. En tout cas, ça a un effet, il ne faut pas en douter, sur le train de vie, le niveau de vie des ménages russes. L'Europe aide aussi l'Ukraine en envoyant du matériel militaire. On a parfois l'impression que la France en envoie moins que les autres. C'est surtout qu'elle est beaucoup plus discrète, par exemple, que les États-Unis. Mais on sait que, par exemple, des canons César, des canons longue portée, ont été envoyés en Ukraine et qu'on a formé donc des soldats ukrainiens sur le sol français pour qu'ils puissent les utiliser face aux Russes sur le champ de bataille. Il faut aussi comprendre que derrière tout ça, il y a une position que la France essaye de respecter, qui est assez compliquée, assez fine. Réussir à aider l'Ukraine, parce que Paris considère que Kiev a été attaqué et que donc l'Ukraine doit pouvoir se défendre, et en même temps ne pas être considéré par Moscou comme co-belligérant, c'est-à-dire partie prenante du conflit. Et ça, c'est un équilibre assez fin à respecter. Quelles sont les conséquences causées par la guerre sur nous, Français? Y a-t-il déjà des conséquences de la guerre en France? Oui, moi j'en vois deux principales. La première conséquence, elle touche notre portefeuille, c'est la hausse des prix de l'énergie, parce que la Russie est un fournisseur mondial, fournisseur de pétrole, donc notre essence, notre diesel coûte plus cher, fournisseur de charbon et de gaz, donc notre électricité, notre chauffage coûte plus cher, tous ces prix-là augmentent, et c'est pour ça que le gouvernement a vite mis en place des mesures, le bouclier, mais aussi la remise à la pompe lorsqu'on fait son plein d'essence. Et puis les prix en général augmentent, le prix du blé par exemple a beaucoup augmenté parce que l'Ukraine et la Russie notamment sont des très très gros producteurs. Et le blé, il y en a dans beaucoup de produits qu'on consomme en France, par exemple les pâtes, et le prix des pâtes, c'est vrai, a beaucoup augmenté ces derniers mois, et la guerre n'y est pas innocente. La deuxième conséquence, elle est plus diffuse, mais c'est un climat d'incertitude qui se généralise. On le sent, nous, dans les conversations qu'on peut avoir, je pense que tout le monde le sent, la guerre devient un sujet de discussion régulier, et ça paraît naturel parce que ça faisait 80 ans que l'Europe n'avait pas connu un conflit d'une telle intensité sur son territoire. Ça a forcément un retentissement particulier dans nos vies. Ça en a un, par exemple, sur les marchés financiers qui fonctionnent énormément à la confiance, et en ce moment, ça ne va pas très fort sur les marchés financiers, même s'il faut bien le dire, toutes ces conséquences que nous, on vit ici à 2000 km de l'Ukraine, ça n'a vraiment rien de comparable avec ce que vivent les Ukrainiens sur leur territoire, c'est-à-dire la guerre. Peut-on estimer le nombre de personnes qui ont été blessées et tuées depuis le 24 février dernier? Peut-on estimer le nombre de personnes tuées ou blessées? Alors, il existe plusieurs estimations qui vont d'estimations basses qui émanent souvent de Russie et auxquelles il est vraiment difficile de se fier, jusqu'à des estimations qui sont plus hautes, qui émanent de différents services de renseignement. D'abord sur les forces militaires, l'armée russe aurait perdu autour de 30 000 soldats tués, blessés ou prisonniers. On parle d'un tiers des troupes engagées en Ukraine, ce qui est très important. L'armée ukrainienne aurait perdu de son côté entre 25 et 30 000 soldats tués, blessés, prisonniers. C'est une estimation américaine parce que Volodymyr Zelensky lui parle par exemple en ce moment de 60 à 100 soldats ukrainiens tués chaque jour et 500 blessés. Ça paraît être une estimation plutôt basse. L'Ukraine ne veut pas démotiver en fait ses troupes sur le terrain en annonçant des pertes importantes. Il faut rappeler que la guerre, c'est aussi une bataille de communication, qu'elle soit externe ou interne. Ensuite, sur les civils, on dispose des estimations de l'ONU. Alors, ce sont des chiffres qui sont vérifiés au fil des mois, donc ils vont paraître bas quand je vais les dire, mais en fait, ils sont actualisés au fil des jours, des semaines, ils sont donc revus systématiquement, malheureusement, à la hausse. Pour l'instant, à l'heure actuelle, l'ONU fait état de 4000 civils tués en Ukraine, 4700 civils blessés en Ukraine,
Tout ça donc aura tendance à augmenter dans les prochaines semaines. Et il ne faut pas oublier aussi les déplacés. L'ONU fait état de 5 millions d'Ukrainiens, des réfugiés qui ont dû quitter leur pays, qui ont fui, et puis 7 millions d'Ukrainiens qui, eux, ont fui leur foyer en Ukraine tout en trouvant un refuge dans leur pays. Quelles peuvent être les issues du conflit? Quelles peuvent être les issues du conflit? Alors là encore, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. C'est difficile d'établir une liste exhaustive. Je pense qu'on peut imaginer 3 issues, prolongements sous forme d'hypothèses. Première hypothèse, c'est l'enlisement. Le conflit qui dure dans le temps, qui ne s'arrête pas, et avec des positions qui n'évoluent pas beaucoup. Ensuite, deuxième hypothèse, l'escalade. Au bout de 3 mois de conflit, c'est vrai qu'on a tendance à avoir développé une habitude au fait qu'il y ait une guerre qui se déroule, mais il y a toujours un risque que cette guerre, elle gagne en intensité. Et la menace nucléaire fait partie de cette hypothèse-là, même s'il faut le dire, il paraît très peu probable que la force nucléaire soit utilisée, notamment par la Russie, parce que des troupes russes sont présentes sur le territoire ukrainien et parce que la Russie est un pays frontalier de l'Ukraine. Et puis troisième hypothèse, troisième issue possible, évidemment, c'est l'accord de paix. Les contours seraient en l'état actuel des pertes de territoire pour l'Ukraine, des gains pour la Russie, avec cette fameuse région de l'Est, le Donbass, qui semble, en tout cas en l'état actuel, perdu pour Kiev. Et puis dans cet accord de paix, il y aurait probablement la question du statut de l'Ukraine, et ce que Moscou voudrait, c'est un statut neutre du pays qui abandonne ses velléités de rejoindre une organisation telle que l'OTAN ou telle que même l'Union européenne, alors que la demande a été faite par Kiev pour intégrer à terme l'Union européenne. Le problème de cette troisième hypothèse, c'est qu'aujourd'hui, les négociations de paix qui ont commencé il y a plusieurs semaines et qui se déroulaient en parallèle des combats, eh bien ces négociations, elles n'avancent plus. Merci beaucoup Baptiste Morin d'avoir répondu à toutes nos questions, et c'est ainsi que se termine ce dernier numéro de la saison d'FAQ. FAQ reviendra la saison prochaine avec une toute nouvelle formule que vous découvrirez dans les prochaines semaines. Je vous rappelle que si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à nous les proposer en commentaire pour de prochaines émissions. Lundi 13 juin prochain, vous avez rendez-vous avec Théo Torné pour le décryptage du premier tour des élections législatives. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt sur AR1. Lundi sur AR1. Rendez-vous pour notre émission spéciale consacrée au premier tour des élections législatives présentée par Théo Torné. Emmanuel Macron aura-t-il une majorité présidentielle? Combien de sièges à l'Assemblée pour le Rassemblement national, la NUP, les Républicains? Les enjeux, les résultats, l'analyse et les réactions avec nos journalistes en plateau et sur le terrain. Premier tour des élections législatives, c'est lundi à 17h sur AR1.